Mesdames, Messieurs, chers collègues et aussi chers amis, c'est un grand honneur pour moi d'avoir la possibilité unique de pouvoir parler devant vous ici, au Collège de France, à l'endroit même où j'ai eu la chance, comme l'a déjà remarqué Denis Knöpfler, de suivre les cours de Louis Robert, d'abord pendant l'année universitaire 1968-69, puis dans les années suivantes et jusqu'en 1974, d'abord pendant les vacances universitaires allemandes, et enfin, encore une fois, de façon permanente pendant les dernières années précédant la retraite du maître. Tout jeune étudiant, puis doctorant et enfin assistant à l'université de Heidelberg que j'étais alors, ces années et cet enseignement, sans oublier l'expérience vécue des personnalités exceptionnelles qu'étaient Jeanne et Louis Robert, ont certes marqué mon destin futur d'une façon définitive. Un de mes camarades d'alors n'était d'autre qu'un certain Denis Knöpfler, qui, lui, plus tard, allait devenir le successeur digne du maître à la chaire d'épigraphie au collège, et qui, en tant que tel, a eu la gentillesse de me proposer comme candidat à la charge de conférencier invité à l'Assemblée des professeurs du collège, et je ne peux qu'espérer de me montrer digne tant soit peu de cette confiance, au moins dans les grandes lignes. Dans le cadre de ces 4 conférences, je vais donc vous présenter l'essai d'une esquisse de l'histoire de la cité de Bergame pendant l'Antiquité, et cela décidément sous l'angle de vue d'un épigraphiste. N'attendez-vous donc surtout pas à un résumé complet de l'histoire de la cité, d'une représentation d'ensemble encyclopédique englobant tous les aspects de sa vie, culturelle, cultuelle, artistique, etc., mais au contraire à la présentation d'une vie très personnelle qui ne reflètera que mes intérêts propres ainsi que leurs limitations évidentes. Le tout sera garni de la présentation de quelques inscriptions inédites dont vous aurez ainsi la primeur. Cette présentation ne peut avoir pour l'instant qu'un caractère tout à fait provisoire, vu le fait que leur interprétation est encore loin d'être achevée. Ces esquisses, parce qu'il ne peut s'agir encore que de cela, devraient vous démontrer au moins l'intérêt historique de ces documents, autant que les limites souvent insurmontables concernant leur compréhension historique, dues à l'état pour la plupart fragmentaire, voire très fragmentaire de leur état de préservation. J'espère ainsi, même si cela seulement dans un cadre très modeste, de satisfaire à la vocation du collège d'enseigner le savoir en train de se constituer. Je ne peux qu'espérer également que vous seriez en mesure de montrer un peu de compréhension et d'indulgence envers le fait que, face au caractère incomplet et encore provisoire de l'exposé de mes pensées concernant ces inscriptions inédites, je ne me sens pas en mesure de vous donner les textes dans les mains et que je me contenterai de vous les présenter que temporairement et sous forme de projection. Finalement, vous avez certes déjà eu l'occasion pendant ces quelques instants de remarquer le caractère au mieux rudimentaire de ma maîtrise de votre langue maternelle. Et je ne peux qu'espérer, encore une fois, que vous serez en mesure de supporter tous ces barbarismes dont je serai coupable à tout moment, et surtout de me les pardonner par la suite. Le simple fait que le site de Bergame, la Bergama turque actuelle,
va être connu de tous mes auditeurs me permet d'abréger sa présentation considérablement en vous rappelant seulement, voilà, en vous rappelant seulement que la ville se trouve située à environ 24 km de la mer, dans la vallée du Caïque, le plus au nord et le plus petit des trois fleuves traversant l'Asie mineure occidentale de l'est à l'ouest. Et c'est seulement pour vous rappeler cette situation générale que vous montre cette carte tirée, vous verrez facilement, de Google Earth. Cette vallée du Caïque, qui formera plus tard le noyau de la petite principauté dynastique des Attalides, se présente tripartite. J'espère qu'on peut le voir. Tout à l'est, vous voyez la vallée du Haut-Caïque. Oh, pardon, qu'est-ce que c'est? La vallée du Haut-Caïque, c'est ici. Aujourd'hui, la plaine de Kyrkach, bordée au nord à l'est par la misie des montagnes et des forêts, comme l'appelait un jour joliment Louis Robert, est séparée par un seuil facile à passer, c'est ici, formé d'une chaîne de collines de la Lydie du Nord, et dont le centre formait à l'Antiquité la cité de Stratonicée. Séparée d'elle par un défilé étroit près de la ville moderne de Soma, c'est ici. La vallée du Caïque moyenne était dans l'Antiquité l'endroit où se plaçaient les cités d'Apollonia au nord-est et de Gambraion, aujourd'hui Poirachuk, près de l'actuel centre administratif de Kénik. Alors Poirachuk, vous voyez naturellement Bergama, et Poirachuk se trouve ici. Alors, cité que Poirachuk Gambraion, cité que nous retrouverions dans un instant. C'est enfin près de l'acropole de Bergame que la vallée se referme à nouveau pour déboucher ensuite dans la vaste plaine du Caïque inférieur avec, aux époques classiques et hellénistiques, les petites villes de Toidrania et Halisarna que nous retrouverions tous les deux dans un instant aussi, pour déboucher enfin à la ville portuaire d'Elaïa. Le cœur de tout ce dispositif est formé, nous l'avons vu, par l'acropole de Pergame, haute de quelques 326 mètres au-dessus de la mer, forteresse qui devait se montrer imprenable pendant toute l'Antiquité et jusqu'à l'époque des incursions arabes au début du 8e siècle. Elle ne semble pourtant pas avoir été le lieu des premiers peuplements humains qu'ait connu la vallée. Celle-ci se trouvant plus à l'est, dans la plaine même, près de Toidrania, comme l'ont montré des prospections scientifiques menées pendant les dernières années seulement. Les premières traces d'une fortification à l'acropole de Pergame sont datables, mais d'une façon encore hautement hypothétique, du 7e siècle ou un peu plus avant. S'y ajoute que quelques bribes de restes architecturaux en terre cuite et de minces fragments de céramique. Les premières traces de Pergame dans la littérature historique nous sont dues, vous le savez tous, à Xénophon, qui, juste à la fin de son récit de l'Anabase, raconte comment lui-même et les restes de ses troupes venant de Lampsaque étaient accueillis à Pergame par Hélas, dame au nom parlant et proclamatique, et veuve, à ce qu'il semble, d'un certain Gongulos. C'est Anabase 7, 8 à
4. C'est le numéro 1 de votre dossier que je vous donne dans une ancienne traduction anonyme trouvée, je dois l'avouer, à l'Internet. Hélas, la maîtrise de Pergame attire l'attention de Xénophon sur l'existence du domaine d'un riche Perse du nom d'Acidates dans la contrée, qui pourrait fournir du butin riche et facile à se procurer. Mais contre toute attente, l'affaire tourne courte, la résistance d'Acidates se prouvant trop efficace, et avec l'aide des troupes perses régulières stationnées aux alentours, elle fut repoussée. Sonnant à la retraite, le déplacle put être averti seulement par une marche en formation de carré, et l'aide militaire apportée à la dernière minute, et à l'encontre de la volonté de sa mère Hélas, par Gongylos et de Proclès, descendants de Damaratos. La deuxième tentative de capturer Acidates ayant été couronnée de succès, Xénophon pouvait, riche de butin, mettre ses troupes ensuite dans les mains du Lacédémonien Tibron, qui, pendant ce temps-là, menait campagne contre les Perses, d'ailleurs sans grand succès. Rendant compte de cette même campagne dans les Helléniques, Xénophon se montre un peu plus précis concernant nos seigneurs grecs de l'Éolide et de la vallée du Caïque, C3, 1, 5 à 6. C'est le numéro 2 de votre dossier. Tibron, je cite, s'empara de Pergame qui se rendit volontairement, de Teutrania et d'Alisarna où commandaient Eurysthenes et Proclès, descendants de Damaratos le Lacédémonien, à qui le roi avait fait présent de ce pays pour l'avoir accompagné dans son expédition contre la Grèce. Il vit aussi venir à lui Gorgion et Gongylos, deux frères, qui possédaient l'un Gambraion, nous l'avons vu, et Palaegambraion, l'autre. Nous n'avons d'ailleurs aucune idée où se trouve Palaegambraion, probablement tout à fait proche de Gambraion seulement, mais ce n'est pas vraiment localisé. Et maître aussi de Murina et Grunaion. Ces villes avaient été données par le roi à Gongylos parce que, ayant été le seul des Érythréens qui eût épousé le parti des Mèdes, il avait dû s'exiler. Ainsi, nous faisons connaissance d'un personnage nouveau, Eurysthenes, et de Proclès, que nous avons déjà rencontré tous deux descendants de Damaratos et seigneurs de Teutrania et Alisarna, et de suite de la basse vallée du Caïque. Alors Teutrania et Alisarna se trouvent par là. Hélas, elle est curieusement absente du tableau. Pergame, en tant que ville, étant mentionnée à sa place, sont mentionnés d'autre part ses deux fils, Corion, seigneur de Murina et de Crunaeon, sur la côte Éolide. Alors, c'est ici et ici. Alors, Crunaeon, Murina. Et Gongylos, qui est maître aussi, à qui doivent être attribués, à cause du secours administré à Xénophon lors de la déroute pendant l'aventure d'Acidates, les seigneuries de Gambraion et de Palaegambraion dans la vallée du Caïque moyen, mais je crois que vous savez maintenant localiser Gambraion. On voit plus clair d'après ce passage la raison de l'attribution de ces, je dirais pour faire court, même si c'est anachronique, seigneuries par le grand rat à ces personnages. Ce sont des services rendus au roi et des revers subis à cause d'eux. Damaratos, qui avait accompagné le rat dans son expédition contre la Grèce, et Gongylos, qui avait été le seul des Érythréens à épouser la cause de Perse, et dut choisir, pour cette raison, de prendre la route de l'exil.
Quant à la nature exacte de ces dons, qui ne sont pas aujourd'hui de mon propos, il suffira ici, dans cette salle, de renvoyer aux œuvres de Pierre Brion concernant cette question. Ce que les récits de Xénophon laissent entrevoir sur le statut de ces petits seigneurs est parmi d'autres le fait qu'il leur était possible de mobiliser une force militaire propre, même peut-être minime, et qu'ils avaient assez naturellement une petite cour embryonale de proches de souche grecque autour d'eux, que nous pouvons apercevoir en la personne de Daphnagoras, le confident le plus proche de Hélas. Il se peut qu'une nouvelle inscription nous fasse connaître un deuxième, ou au moins le descendant d'un deuxième. Depuis 2 ans se trouve au jardin du musée de Pergamin un bloc d'andésite local portant l'inscription suivante: Antidoros Chalkidois ap Oeripou. J'aurais certes bien aimé de pouvoir présenter à l'Érythréen que Denis Knöpfler un autre Érythréen, mais malheureusement, les choses étant telles qu'elles sont, il doit se contenter d'un Chalcidien. Au moins, il s'agit d'un Eubéen. L'inscription n'étant pas gravée sur une stèle, mais sur un bloc architectural, elle va avoir fait partir à l'origine d'un monument funéraire. Et parce qu'elle semble, d'après le peu ce que j'ai pu établir jusqu'à ce moment, provenir d'une fouille d'urgence du musée de Bergama, il serait important d'en savoir plus sur le contexte de la trouvaille, tant qu'architectural qu'archéologique. Mais malheureusement, je ne possède pas encore ces informations cruciales pour définir le statut social du défunt. Reste son nom. D'après le Lexicon of Greek Personal Names, auquel a participé Denis Knöpfler aussi, Antidoros semble loin d'être un nom banal. Qu'il soit attesté assez souvent à Athènes ne peut pas dire grand-chose vu la masse des inscriptions provenant de cette ville. Plus expressives semblent les attestations du nom en Grèce centrale, dont 3 amphosides, Delphes inclus, et 6 exemples en Béotie. Mais c'est précisément le B qui se taille la part du lion, avec 8 attestations, dont 2 exactes émanent d'Érythrée. Notre Antidoros de Chalcis s'insère donc bien au tableau existant. Enfin, les témoignages littéraires nous font connaître un grammaticos de Chimée en Éolite autour de 300 avant Jésus-Christ, ainsi qu'un philosophe ennemi d'Épicure dont on ne sait pas s'ils sont identiques ou non. Que le nom du père d'Antidoros ne soit pas nommé constitue un élément plutôt surprenant. Normalement, aux époques hellénistiques et romaines au moins, se nommer ou d'être nommé seul avec le nom, seul nom, a la signification de le fameux the one and only, comme le diraient si joliment les anglophones. En plus, il faut noter qu'il ne se dit pas pergaménien, mais bel et bien Chalkidois ap Oeripou, d'après sa patrie originelle. Un peu à la manière des philologues des rois hellénistiques, dont quelques-uns gardaient eux aussi leur citoyenneté d'origine. Mais d'autre part, il n'est même pas sûr qu'il y avait quelque chose comme une citoyenneté pergaménienne au moment de la mort d'Antidoros. Ce qui nous mène à la dernière et cruciale question que la nouvelle inscription nous pose, celle de sa date. Une chose au moins est sûre. Jugeant d'après l'écriture, notre seul repère, l'épitaphe que nous avons sous les yeux présente une des inscriptions les plus anciennes que le sol de Pergame nous ait livrées jusqu'à ce jour.
La date datée plus exactement s'avère au contraire très difficile, voire impossible, faute d'autres documents comparables, et en plus bien datés eux-mêmes. Une seule inscription, une dédicace à Poséidon nommée Potaedan, semble être plus ancienne, mais il est loin d'être sûr qu'elle soit vraiment d'origine pergaménienne. D'après les particularités du dialecte, il semble qu'il y ait bien des chances qu'elle faisait part du butin ou des achats d'œuvres d'art que les Attalides avaient apportés à Pergame. L'inscription est Athenische Mitteilungen 32, 1907, numéro 22. La datation de deux autres inscriptions gravées sur les colonnes du temple d'Athéna est liée au problème épineux de la datation de ce monument, dont la Communis Opinio du moment place la construction au dernier tiers du IVe siècle, mais la discussion est loin d'être close. D'autre part, une inscription ne provenant pas de Pergamum, mais des environs de Poiracek Cambrion, est bien datée par l'année du règne d'Alexandre le Grand, dans l'année 326-325, et que j'aurai l'occasion à vous présenter plus en détail dans quelques minutes, me semble montrer des traits d'écriture plus avancés que l'épitaphe d'Antidoros, à tel point que je suis enclin, en somme, de dater ce dernier monument vers le milieu ou dans la première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ. Comme je l'ai déjà remarqué, il serait décisif d'en savoir plus sur les circonstances de sa découverte. En attendant plus de précision, on pourrait penser à un des nombreux tumuli trouvés un peu partout autour de Pergame, mais dépourvus d'inscription, qu'on a découvert ces dernières années, et d'imaginer son propriétaire défunt comme étant un de ces courtisans des seigneurs de Pergame, dont nous avons rencontré un exemple en la personne de Daphnagoras, le confident préféré de Hélas, ou un de ses descendants. On peut et on doit peut-être se poser la question si le ralliement de ces seigneurs aux Lacédémoniens Tibrons avait des conséquences pour eux après la conclusion de la paix du roi et le rétablissement de son autorité sur la côte est de l'Égée. En regardant de plus près une autre inscription de Pergame, il me semble bien qu'on puisse répondre à cette question de façon affirmative. Cette fois, il s'agit non pas d'une inscription documentaire au sens strict du terme, mais d'un texte littéraire gravé sur pierre. Et cela 5 siècles et demi après les événements qui nous intéressent à présent. En effet, l'inscription dite la Chronique de Pergame se présente comme un abrégé de l'histoire de la ville et de la dynastie Attalide depuis leur origine mythique. Comme je l'ai laissé entendre il y a un moment, la gravure de ce texte doit dater du IIe siècle après Jésus-Christ, époque de la séquence sophistique, de l'esprit de laquelle elle est un exemple majeur. Et il est plus que déplorable que l'emplacement de ce monument aux dimensions qu'on doit imaginer grandioses soit inconnu jusqu'à présent. Le fragment A que je vous présente dans votre dossier sous le numéro 3 raconte à partir de la ligne 4 que le satrape rebelle Orontes avait pris Pergame et déplacé les inhabitants de nouveau au Kolonos dans la ville ancienne, c'est-à-dire l'Acropole, et avait remis la ville ensuite aux mains du grand roi Artaxerxès II avant de mourir. Un événement qui a dû se passer quelque part dans les années 350, la date exacte restant pourtant controversée. Il s'ensuit que la population avait dû être
porté de force de l'Acropole dans la plaine quelque temps auparavant. Quand et pour quelle raison une telle mesure a pu être appliquée? Il me semble que le moment propice pourrait avoir eu la reprise en main des possessions près de Léger par le grand roi et la cassation des seigneuries ayant choisi la part des ennemis. Développement d'ailleurs que, hélas, semble avoir voulu éviter quand elle essayait en vain d'empêcher son fils de venir en aide aux Grecs des 10 000 dans leur combat contre des contingents réguliers de l'armée perse. Autant que la reprise en main d'une forteresse redoutable par une garnison perse, après en avoir chassé la population auparavant. Les raisons qui ont incité Orontes à changer cet état de choses pourtant propice au pouvoir perse restent cependant mystérieuses. Mais ce sont les premières lignes de ce fragment de la chronique de Pergame qui méritent eux aussi une attention particulière. Un certain Archias semble avoir persuadé, si du moins la restitution est la bonne, mais il va de toute façon s'agir de quelque chose dans ce genre-là. Alors, d'avoir persuadé les Pergaméniens d'élire chaque année un prutin, office qu'Archias lui-même assuma le premier, et que, poursuit la chronique, ses descendants continuent à exercer jusqu'à présent, c'est-à-dire le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Rappelons que l'époque du passage de Xénophon, Pergame était sous la tutelle de Hélas, qui, à ce qu'il semble, détenait tout le pouvoir, et cela de façon exclusive. Pas de trace de l'existence d'une cité à ses côtés. Avec le témoignage de la chronique concernant l'institution d'une magistrature suprême qui devrait être éponyme, il me semble bien que nous saisissons le moment exact de la naissance d'une police à la grecque à Pergame. Naissance qui va se placer quelque part entre, nous l'avons vu, 399, l'heptate du raid de Xénophon contre Acidates, et celle d'Orontes dans les années de 360-350. Cette magistrature d'un prythane éponyme, qui sera plus tard cumulée avec la prêtrise du premier des Attalides, Philétairos, comme l'avait pu montrer Michael Wörle et moi-même, sera promis à un avenir durable. C'est la chronique elle-même, nous l'avons vu, qui nous le dit clairement en soulignant que les descendants du premier titulaire assumaient l'office encore au IIe siècle après Jésus-Christ, et les inscriptions sont là pour corroborer cette longévité de la magistrature. Ces descendants d'Archias, j'en suis convaincu, malgré les avis contraires exprimés ces dernières années, nous les saisissons pourtant pas en leur qualité de prytanes, mais celle des prêtres d'Asclépios. En effet, nous savons par Pausanias 2, 26-8 qu'au IVe siècle aussi, un certain Archias, fils d'Aristaïmos, en reconnaissance d'une cure miraculeuse par Asclépios à Épidore, avait institué une succursale du culte du dieu guérisseur dans sa patrie Pergame, sanctuaire promis à un avenir brillant. Et ce sont les inscriptions, autant que le récit d'Elius Aristide, qui nous montrent ces Archias, Aristaïkmos, Asclépiades, dans l'exercice de leur office religieux. Mais il y a plus. Nous avons la chance de posséder même le décret datant, d'après Louis Robert, de la fin de la monarchie attalide à cause de la mention de l'Atelaia Panton Honhe Curia Polis Curia Estin, c'est la ligne 20-21 de la numéro 4 de votre dossier.
Alors, ce décret décerne, dans le décret décerne le conseil et le peuple à jamais la prêtrise d'Asclépios à Asclépiades, fils d'Archias, et ses descendants. Ainsi, nous avons pu assister, au moins je le crois, à la naissance d'une police grecque d'Asie mineure. L'avenir de cette cité reste toutefois dans l'ombre pendant des décennies à venir. Et pourtant, il existe bel et bien une inscription datant du règne d'Alexandre à Pergame, document connu depuis le XVIIIe siècle et que l'on croyait définitivement perdu jusqu'à ce que j'ai eu la chance de la retrouver à Pergame. Exploit, je dois bien l'avouer, pas trop difficile, la pierre se trouvant dans les réserves épigraphiques de la maison de fouilles allemande, mais personne ne l'avait jamais remarqué. Bon. Quand et dans quelles circonstances elle est échouée, là reste cependant aussi un complet mystère. Je n'ai pu rien retrouver sur l'histoire de cette pierre qui se trouve bel et bien là, mais personne ne sait, pas d'archives, rien. Alors, contentons-nous du fait qu'elle est bien là. Bon. Là, cette inscription est datée de l'année 21 du règne d'Alexandre. C'est-à-dire 326, 325 ou à la rigueur 325, 324, ça dépend du compu, et procure ainsi un précieux témoignage pour le style d'écriture de l'époque dans la vallée du Caïque moyen, et dont vous avez déjà vu une des conséquences il y a un moment. J'ai dit dans la vallée du Caïque moyen, ce qui nous mène à la question épineuse de son attribution. En effet, elle a été trouvée encastrée autrefois dans un puits près de Poirachuk, que nous connaissons maintenant, proche de Kniklams, ancienne Cambrienne, dont vous vous rappelez certainement la location, était aussi encastrée dans le même puits une loi sacrée qui, elle, provenait sans aucun doute de cette dernière cité, Cambrienne. D'autre part, notre inscription montre comme éponyme, à côté du roi et de son satrape de la Lydie Ménandros, bien connu par ailleurs, un Prythane nommé Isagoras, ce qui nous emmènerait, d'après ce que nous avons appris tout à l'heure, à Pergame, respectivement, le territoire de la cité. Mais nous ne connaissons pas, par manque de documents, le titre de l'éponyme de Cambrione. Cette constatation est loin d'être prouvante. Il se peut bien que Cambrione ait eu comme éponyme un Prythane elle aussi. La question de l'appartenance de l'inscription au territoire soit de Pergame, soit de Cambrione, reste donc insoluble. Les pierres voyageant facilement dans la vallée du Caïque, comme le notait une fois de plus Louis Robert. En effet, cette pierre qui se présente en forme d'un oros a dû être érigée non pas dans le cadre d'une agglomération urbaine, mais dans son territoire. Son contenu, il va bien avec, s'agissant d'un bail entre un certain Kratoias, le propriétaire, et un Aristoménès d'un territoire agricole amphithéutique, d'un jardin, probablement un verger, et des terrains à bâtir. Kratoias étant un beau nom macédonien, nous voyons ainsi des compagnons d'Alexandre bien installés en tant que grands propriétaires terriens dans la vallée du Caïque moyen, quelques années seulement après la conquête, soit-il sur le territoire agricole de Pergame ou celui de Cambrione.
l'événement capital pour l'histoire, pas seulement d'Asie mineure occidentale, que fut le passage du conquérant, n'a pas laissé d'autres vestiges épigraphiques à Pergame. C'est la tradition littéraire, en l'occurrence Justin et Diodore, qui nous a transmis la notice selon laquelle Pergame a été assigné comme résidence, peut-être bel et bien en tant que résidence surveillée, à Barciné, une des concubines perses d'Alexandre, et auparavant femme des frères Rhodiens, Mentor d'abord, puis de même nom, ensemble avec son fils Héraclès, un des héritiers présomptifs du roi, et de ce fait dûment éliminé en 309. Tout un échafaudage d'hypothèses a été construit à partir de ce fait. En premier lieu, mais pas seulement, de la part des archéologues et numismates. Heureusement pour moi, Maristine Marcellesi a déjà mis en évidence dans son livre sur le monnayage de Pergame à l'époque hellénistique que la théorie selon laquelle le monnayage de Pergame au type d'Héraclès serait à mettre en relation avec le séjour du peut-être Héraclès, fils d'Alexandre, ne repose sur aucun fondement. J'ajouterai que l'hypothèse complémentaire d'après laquelle Héraclès et Barciné seraient responsables de l'introduction du culte d'Athéna dans la ville et de la construction de son temple n'ont pas de base non plus. Toutes ces hypothèses restent ce qu'ils sont, des hypothèses et rien d'autre. Et on peut seulement présumer que Pergame a dû partager le sort de cité d'Asie mineure occidentale pendant l'époque troublée des guerres des Diadoques. La cité ne réapparaîtra pour nous que pendant le règne de Lysimaque, plus précisément à l'extrême fin de ce règne, et cette fois avec éclat. Nous apprenons en effet que vers 283-82, un certain Philétaïros, fils d'Atalos de Diaïone sur la côte sud de la mer Noire, mais vu le nom probablement de souche macédonienne malgré tout, se révolta contre Lysimaque, dont il gardait le trésor, ou pour être plus précis, un de ces trésors, d'un montant de quelques 9000 talents à Pergame, pour prêter allégeance ensuite à Séleucos Ier, vainqueur de Lysimaque à Coropédion en 281. Le statut officiel, le rôle exact dont jouissait Philétaïros ou Séleucos et son successeur immédiat, Antiochos Ier, est loin d'être absolument clair. Une chose importante, au moins, semble certaine. D'une façon ou d'une autre, le maître de l'acropole de Pergame semble avoir eu main libre d'utiliser ce trésor, le trésor sous son contrôle, à sa guise et à ses fins propres, en se construisant par des actes évergétiques tout un réseau de cités dépendantes. Ainsi, on le voit soutenir les Siciliens pendant au moins 5 années, pas nécessairement consécutives, par une fondation au profit des Néoïs. Ruud van Bremen vous en a parlé plus en détail il n'y a pas si longtemps dans cette salle même, je crois. Alors, cette fondation au profit des Néoïs, par exemple, une aide militaire pour la cavalerie, une exonération de taxes de transit en cas de guerre, etc., dans les années entre 280 et 270. Et, autre donation de Philétaïros, consacrer une terre à la divinité principale d'Aigai en Éolide, Apollocrès Stérios.
Mais les cités du voisinage n'étaient pas les seules à profiter de la générosité bien ciblée. D'autres cités de l'Égée ou de la Grèce continentale étaient visées par elles aussi, comme par exemple Délos, sanctuaire international fameux, ou Thespion aussi, ou le maître de Pergame, dans plusieurs dédicaces, se dit tout simplement Philétaïros Pergamois. En l'an 2000, nous avons appris quelques détails supplémentaires concernant les relations de Philétaïros avec une autre cité des alentours de Pergame, à savoir Chimée d'Éolide. Sur une stèle mutilée en bas et à la droite, publiée par Giacomo Vanganaro dans le Chiron de cette année, et je me permets dans ce qu'il suit de paraphraser le résumé de Philippe Gautier dans le bulletin épigraphique de cette année même. Sur cette stèle, donc, sont gravés d'abord un décret de la cité, puis une courte lettre du fondateur de la dynastie des Attalides, Philétaïros, en réponse au décret précédent. Enfin, un second décret de Chimée, plus détaillé, agréant les bienfaits de Philétaïros et prenant des décisions adéquates. La cité avait besoin de boucliers afin d'équiper les citoyens et d'assurer la protection de la ville et du territoire. 2 ambassadeurs furent désignés pour se rendre auprès du dynaste pour négocier la livraison de 600 boucliers, pris parmi ceux dont Philétaïros disposait, boucliers qui seraient ensuite attribués aux citoyens à raison de 50 par tribu, détaillant en même temps les détails du financement prévu. Dans sa réponse, Philétaïros note que l'atelier qui fabrique chez nous les boucliers avait été fermé, mais que néanmoins, comme lui-même disposait d'une réserve de 1000 boucliers, il avait décidé d'en remettre gracieusement 600 aux Chiméens. Les Chiméens décident ensuite d'inscrire sur chacun des 600 boucliers le nom de Philétaïros et celui de la tribu à laquelle l'arme serait affectée, et ils prescrivent des peines sévères à quiconque voudrait ou donnerait en hypothèque l'un de ces boucliers. En outre, les Chiméens votent divers honneurs à Philétaïros. Outre l'éloge et une couronne d'or, l'érection d'une statue acrodite. De son côté, le dynaste jouait déjà d'un culte à Chimée, puisque cette statue doit être installée dans l'oikos d'un Philétaïron existant. En outre, à l'époque où les décrets sont adoptés, la cité célèbre de fêtes appelées Soteria kai Philétaïreia, comme aussi des Dionysia kai Antiochaia. Ces cultes impliquent d'importants bienfaits de la part du dynaste Philétaïros comme de la part d'Antiochos Ier. Ainsi s'esquisse, même si ce n'est que d'une façon encore vague, la position du dynaste de Pergame envers son suzerain séleucide. Tous les deux jouissent d'un culte et des agones à Chimée, celui de Philétaïros étant rehaussé pour la circonstance. La cité était donc dépendante de 2 maîtres au même temps. Philétaïros, lui, est dans la situation concrète, l'interlocuteur diplomatique et assistant attendu des Chiméens. Et de fait, il pouvait disposer librement et sans concertation préalable avec Antiochos des arsenaux se trouvant à Pergame, ainsi qu'il était libre d'imposer et de remettre des douanes et impôts, comme il le fit, nous l'avons vu, en exemptant les Siciliens des taxes sur l'exportation et le transit des marchandises du bétail en cas de guerre. C'est le Fugace Reneken d'avoir le Denis Knöpfler. Permettez-moi une dernière remarque avant de clore cette digression chiméenne. Bien sûr, la décision des Chiméens
de faire inscrire sur les 600 boucliers pas seulement les noms des Phulae, mais aussi Philétairo, est un signe d'honneur et de reconnaissance pour le don de ces boucliers par Philétairos, ces boucliers qui, peut dire, venaient de lui. Mais il ne faut pas perdre de vue un autre aspect différent, pas remarqué jusqu'à présent, si je ne me trompe pas au moins. Des trouvailles archéologiques ont montré en effet que les boucliers qu'utilisaient les armées des rois hellénistiques portaient en règle générale le nom du monarque respectif au front. Donc, la petite troupe de 600 miliciens de Chimée, ville qui dépendant quand même toujours en premier lieu du roi séleucide Antiochos Ier, a dû apparaître à l'ennemi présentif comme une armée de Philétairos. L'importance de Philétairos pour les Pergaméniens et l'estime qu'il portait pour lui s'éclaire par le fait que la magistrature du Britannis éponyme que nous avons rencontré va être cumulée en union personnelle avec la prêtrise du premier Dunaste, et que c'est lui qui sera vénéré encore en plein 1er siècle avant Jésus-Christ, et probablement encore après cette date, comme deuxième fondateur de la ville, après le mythique héros Pergamos. Les seuls vestiges épigraphiques directs que Philétairos nous a laissés à Pergame même consistent en 2 dédicaces au texte identique, ça, du temple de Déméter, construit par lui et son frère d'ailleurs, et de son autel en l'honneur de Déméter, en l'honneur de sa mère Boa. Le sanctuaire de la mère des dieux du Mamurt Calais n'appartient cependant, contrairement à une opinion répandue, surtout dans les milieux archéologiques, pas à la cité de Pergame, mais à environ 30 km à voile d'oiseau de cette dernière, sur le sommet le plus élevé de Yuntag, la montagne séparant la vallée du Caïque de celle de l'Hermos. Il marque la frontière du territoire contrôlé par le dynaste avec la Lydie et par conséquent la zone de souveraineté directe des Séleucides, et par conséquent c'est dans cette direction aussi et pas celle de Pergame qu'il se trouve aligné. Nous ne sommes pas en mesure de juger la manière dont Philétairos gérait ses relations avec sa capitale. Le seul document datant peut-être de son règne étant un décret concernant l'attribution d'isopolities réciproques avec la petite cité éolide de Temnos, dont vous avez le texte dans votre dossier sous le numéro 6. D'après l'écriture, d'après seulement faute d'autres moyens de décider, l'accord date du temps de Philétairos, le règne de Lysimaque n'étant d'autre part pas tout à fait exclu non plus. L'initiative pour cet accord venant de Pergaméniens, il n'y a néanmoins pas de trace d'une ingérence du dynaste, la police faisant semblant au moins d'agir d'une façon tout à fait indépendante. Le texte étant basé sur un avis des stratèges que nous allons revoir dans un instant, ou peut-être la semaine prochaine, et ratifié par le Conseil et le peuple. Mais n'attendons surtout pas des documents officiels de ce genre de nous révéler les arcana
de la politique des cités et de leurs relations avec leurs souverains, à de rares exceptions près. Nous sommes un peu plus sous le règne du successeur de Philétaïros, son neveu et fils adoptif Eumène, 263 à 241. On ne sait pas en quelle année exactement, mais de toute façon, peu après la mort de Philétaïros, cet Eumène bâtit Antiochos Ier près de Sardes, la capitale des territoires séleucides de l'Asie mineure historique, et s'émancipa ainsi de son suzerain séleucide. L'armée qui lui valait ce succès nous est connue, au moins en partie, par le fameux traité que le dynaste était forcé de conclure avec des contingents de ses mercenaires rebelles, nous montrant ainsi la position encore fragile du dynaste à l'époque. Sans entrer dans les détails de ce document bien connu de tous, et précisément dans ce cas de toutes, je voudrais seulement faire observer que ces clauses semblent montrer l'étendue du territoire contrôlé par le dynaste à ce moment, s'étendant de la forteresse de Philétaïra au pied du mont Ida, vraisemblablement située proche d'Adramétion, à Atalaya, à la marge est de la haute plaine du Caïque. Les villes côtières de Piratane et d'Elaïa, au contraire, semblent encore échapper au contrôle du dynaste, qui, néanmoins, a déjà dû être en possession d'une flotte de guerre, comme le montre également l'accord avec les mercenaires. Ce document capital à part, peu est connu du règne d'Eumène, à l'exception d'une autre inscription, fameuse à bien des égards, elle aussi, qui nous occupera par la suite, c'est la numéro 7 de votre dossier. C'est elle qui jette un regard unique sur les relations entre le souverain et sa capitale. Cette inscription est composée de deux documents. D'abord, une lettre d'Eumène, puis un décret de la cité, une lettre d'Eumène, puis d'un décret de la cité de Pergame exécutant la volonté du dynaste, et leurs sujets communs sont des honneurs pour les stratèges de l'année précédente. Ce collège, composé de 5 hommes, est responsable, entre autres, de la prestation d'un serment de la population garantissant les privilèges d'Asclépiades, le prêtre d'Asclépios, c'est le numéro 4 que nous avons déjà vu, la proclamation d'honneur ou l'érection des stèles, comme par exemple celle portant leur décret fameux à juste titre lui aussi, concernant les honneurs pour le roi Attal III. Mais l'importance primordiale du collège réside dans le domaine de la prise de décision politique. Nous avons vu que dans le décret concernant l'isopolitie avec Thémenos, numéro 6, c'était déjà les stratèges qui introduirent leur motion en forme d'une gnome et d'un avis officiel au conseil et au peuple. Cette prérogative en matière d'initiative politique est, s'il le fallait, un examen préalable de l'initiative d'un tiers, les stratèges de Pergame le semblent avoir quasiment monopolisé. Il n'y a à ce jour que 2 décrets seulement qui ne se conforment pas à cette règle. L'une d'entre elles est un décret honorant un citoyen mérité en fin de sa carrière, publié par Michael Wörle en 2000 seulement, et datant des dernières décennies du IIe siècle avant Jésus-Christ. La raison pour cette divergence ne se laisse pourtant pas deviner. L'autre décret ne se conformant pas à cette règle, c'est le décret qui nous occupe ici, publié à la fin du XIXe siècle déjà. Et ici, la raison en semble toujours aller de soi. Dans ce décret, le peuple se conforme. Le peuple se conforme.
à la volonté du souverain d'honorer les stratèges de l'année précédente pour avoir exercé leurs fonctions d'une manière extraordinaire. Ils auraient, au dire d'eux-mêmes, pas seulement accompli leur devoir propre d'une façon exemplaire, mais en dehors de cela, corriger et sanctionner les négligences inadmissibles et les manquements, surtout dans le domaine des finances, des années précédentes, et cela sans considération de personne. Ce catalogue de mesures montre de façon saisissante les compétences étendues du collège dans le domaine des finances publiques, autant que l'agencement du domaine sacré, mais en même temps aussi les possibilités de leur abus jusqu'au détournement de fonds dus à la cité. Les stratèges servant ainsi de modèle aux futurs magistrats, eux-mêmes décident de les couronner lui-même lors des Panathénées suivantes et incitent le peuple à délibérer de son côté des honneurs adéquats avant cette date. En conséquence de ces délibérations, le Conseil et le peuple décident des honneurs tant aux stratèges qu'à eux-mêmes. Ces honneurs comportent un couronnement, lui aussi dans le cadre des Panathénées, et, plus originel, la mise à disposition d'une victime aux stratèges lors des Euménaïa, de la part des Tamiae, les trésoriers publics, pour que les stratèges puissent la sacrifier à Eumène et Vergette, afin que soit visible que le peuple sait se montrer reconnaissant envers tous. Eumène jouissait donc d'un culte à Pergame de son vivant. Mais retournons aux stratèges eux-mêmes. Dès la publication du décret, on croyait voir en lui un monument clé pour la compréhension du jeu institutionnel qui permettait au monarque le contrôle des institutions et du processus politique dans sa capitale. Le passage clé pour la compréhension du document formait les Catastatentes hub oemenus strategoi de la ligne 21-22, où il y a place au moindre doute que les stratèges honorés de l'année précédente étaient bel et bien nommés par le souverain. Dans un deuxième temps, on concluait que les archontes catistamenoi du futur de la ligne 28 seraient nommés par le dynaste eux aussi, partant de la prémisse que catistanae signifierait toujours et exclusivement une nomination à une fonction de la part d'un monarque. S'il est vrai, bien sûr, qu'un catastatais et pites poleos, par exemple, est nommé par un monarque, l'emploi du verbe est loin d'être limité à un usage de la part des monarques. Il est également commun au langage des cités pour désigner la nomination de leurs magistrats. Personne, par exemple, n'a jamais propagé l'idée qu'il fallait voir dans les Tamiae catistamenoi de la ligne 33-34 de notre même document, des fonctionnaires nommés par eux-mêmes aussi. En plus, si l'on accepterait l'opinion commune d'après laquelle Eumène aurait nommé les stratèges de Pergame d'une façon permanente et institutionnalisée, le dynaste aurait implicitement admis d'avoir nommé lui-même des magistrats incompétents, voire criminels, et cela pendant des années. Non, la nomination des stratèges honorés par eux-mêmes et la cité de Pergame était une mesure d'exception ad hoc, voire une mesure d'urgence pour remédier à une crise immédiate et momentanée de la gestion autonome de la cité. Ainsi, l'opinion commune d'un contrôle des organes politiques des résidences monarchiques
qu'on a aussitôt extrapolé du cas de Pergame aux monarchies hellénistiques in toto s'avère un fantôme. S'effondrent en conséquence également toutes les théories impliquant l'usage de ce moyen d'agir par les monarchies hellénistiques en général. À Pergame, c'est seulement autour du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Eumène II ou Attale II, qu'un tel contrôle sera institutionnalisé pour de bon. Et maintenant, permettez-moi une courte intervention parce qu'il faut passer à l'ordinateur. Voilà. Alors, à Pergame, pour reprendre, c'est seulement autour du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Eumène II ou d'Attale II, qu'un tel contrôle sera institutionnalisé pour de bon en la personne d'un épithès poléos, d'un gouverneur de la cité, comme nous l'apprend la loi des Astinums, qui le montre chargé de veiller ensemble avec les stratèges à punir des Astinums oublieux de leur devoir dans un cas concret. Comme l'éponymie du Britanne, la magistrature des stratèges durera jusqu'à la fin de notre documentation épigraphique, c'est-à-dire au moins jusqu'au début du IIIe siècle après Jésus-Christ. À l'époque impériale, cependant, et plus précisément quelque part pendant le 1er siècle après Jésus-Christ, un changement caractéristique est à constater en forme d'une sorte de hiérarchisation au sein du collège, dont les membres ne sont plus nommés tous ensemble sur un pied d'égalité, mais dont un président, parfois appelé premier stratège, prend désormais le devant. Les stratèges apparaissant sont sous la formule « les stratèges autour d'un tel ». Et dans un édit émanant probablement d'Adrien, concernant des abus commis autour de la banque d'échange municipale de Pergame, c'est une cour au-dessus de parties composées d'anciens stratèges qui, au lieu de Tamiae impliqué dans l'affaire, et pour cela jugé partial, va juger le montant et les modalités des gages controversés. Je vous remercie de votre attention.